Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce cycle de conférences Retour sur le durable 2023, co-organisé par l'association Ecopolis et les élus de l'Ordre des architectes. La soirée de ce soir s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences, le 10e cycle de conférences Retour sur le durable. Donc ça fait maintenant 10 saisons qu'on présente ce cycle avec l'Ordre. Je la co-présenterai avec Soraya Baït, architecte élu du CROAIF, et moi-même je suis responsable du pôle accompagnement de projet chez Ecopolis, responsable notamment du déploiement de la démarche francilienne quartier et bâtiments durables francilien. Aujourd'hui, premier épisode de ce cycle avec comme intitulé Rénover pour le bien-être social. Nous aurons 5 autres thématiques au cours de ce cycle qui s'étendra donc d'aujourd'hui à début juillet, avec le prochain épisode notamment le 24 avril qui s'appellera Rénover pour transformer. Aujourd'hui, on est encore en phase de stabilisation des intervenants, mais à chaque fois, vous aurez une thématique différente autour de la réhabilitation, notamment rénover pour préserver notre patrimoine, rénover avec les matériaux biosourcés, rénover pour la biodiversité et rénover pour la santé. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de notre association Ecopolis. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. Des pôles de ressources comme le nôtre, il en existe un par grande région française, et y compris dans les DROMCOM. Donc on est une association qui compte plus de 200 adhérents. On a été créé il y a un peu plus de presque 15 ans maintenant à l'initiative de l'ADEME et de l'Union régionale des CAUE, et on est soutenu par les services déconcentrés de l'État et l'Ordre des architectes. On est une équipe aujourd'hui de 17 personnes et on fédère une communauté de plusieurs milliers de professionnels à l'échelle de l'aménagement et des bâtiments en Île-de-France. Et notre mission, telle qu'on se l'est définie collectivement entre salariés, c'est de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels de l'aménagement et de la construction en Île-de-France. Voilà un peu pour nos partenaires historiques. Donc j'en ai cité un certain nombre. Il y a aussi la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, et puis ceux avec qui on développe des programmes d'action comme l'Agence régionale de santé notamment ou l'Agence de l'eau Seine-Normandie. On a 4 missions. La première, c'est d'informer les professionnels que vous êtes notamment via notre site internet, la création de fiches à savoir, notre newsletter qui arrive 2 fois par mois. On est également un organisme de formation. Donc ça, je sais que ça vous intéresse aussi, architecte, ce soir, puisque vous avez des heures à effectuer chaque année en termes de formation, avec différents sujets abordés, notamment l'économie circulaire, l'urbanisme favorable à la santé, les matériaux biosourcés, la gestion des eaux de pluie dans les opérations d'aménagement, construire en chanvre. Et voilà, je ferai un petit focus sur les prochaines qui arrivent très prochainement. Ensuite, on est aussi chargé d'animer le réseau de professionnels. On estime que, par exemple, dans le cadre de la démarche BDF, c'est plusieurs dizaines de milliers de professionnels qu'on a formés, qu'on a sensibilisés plutôt depuis le début de notre création, au travers de séminaires, webinaires ou de visites d'opérations exemplaires. Et enfin, la dernière mission, celle dont je suis directement responsable, l'accompagnement de projets au travers de la démarche quartier et bâtiments durables. Pour ce qui est de nos événements, donc vous pouvez noter qu'on vous ouvre les portes des opérations bâtiments durables franciliens, et à partir dans 2 jours maintenant, vous avez la visite notamment de l'école Jules Ferry à Montfermeil. C'est un projet qui a reçu le niveau de reconnaissance or en termes de démarche BDF, et vous avez d'autres événements de ce type qui sont à venir et qui vont s'étendre jusqu'à l'été. Notamment le 6 avril, on a un événement co-organisé avec le collectif des démarches quartier et bâtiments durables, puisqu'Ecopolis n'est pas la seule à proposer ce type d'accompagnement opérationnel. On le retrouve dans 5 autres régions françaises, et on a un petit focus, le meilleur de la réhabilitation, dans le cadre de ces démarches-là. À noter nos prochaines formations. Donc, la formation à la démarche BDF qui aura lieu mercredi et jeudi matin de cette semaine, c'est en visio. Si vous, en tant qu'architecte, ou s'il y a des bureaux d'études présents aussi ce soir, l'idée c'est de devenir accompagnateur de la démarche BDF. Et vous avez ensuite quelques formations à venir autour de l'économie circulaire. Je le disais, ne plus détruire, réversibilité et transformation.
Également, une formation plutôt à la destination de maîtres d'ouvrage que vous pourriez rediriger vers cette formation, les fondamentaux du bâtiment durable. Et très prochainement également, le 4 avril, une introduction à la ventilation naturelle dans le tertiaire et l'habitat. Notez que pour ce qui est de la démarche BDF, vous avez aussi les commissions publiques. Donc, c'est des événements gratuits, ouverts à tous, avec des membres de commission qui font partie des collèges de professionnels maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, BET et entreprises du bâtiment qui viennent, dans le cadre de revues de projet d'1 heure, présenter des projets exemplaires d'un point de vue écologique. Donc, la prochaine commission, c'est le 13 avril et celle qui suit, c'est le 25 mai. Il y en a, grosso modo, 10 mois sur 12 dans l'année des événements de ce type dans le cadre de la démarche Bâtiment durable francilien. N'hésitez pas à participer à ce type de démarche. Il faut contacter directement ma collègue Sarah Lafitte, qui est chargée de développement. Si vous souhaitez inscrire en tant que maître d'œuvre un projet dans cette démarche Bâtiment durable francilien, c'est possible et on vous donnera les conditions en écrivant à cette adresse-là. Et n'oubliez pas aussi que tous nos événements sont entièrement gratuits. Donc, vous pouvez nous soutenir en adhérant à l'association Ecopolis, puisqu'on voudrait continuer à proposer un contenu de qualité le plus longtemps possible à vos côtés. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Soraya Baïd qui va vous introduire ce cycle de conférences. Et puis, voilà, on présentera nos intervenants du jour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Donc, que dire de ce cycle? En fait, ce cycle est un partenariat entre Ecopolis et le CROAIF. Donc, je suis architecte, je suis élue au CROAIF et je suis membre aussi d'Ecopolis. Ce partenariat existe depuis 2009, année qui a préfiguré la création d'Ecopolis, puis c'est officialisé en 2013 à la création justement d'Ecopolis. Nous travaillons ensemble dans ce cycle pour essayer de diffuser et construire aussi une culture commune, la diffuser auprès de tous les intéressés pour pouvoir construire un avenir autour en fait, des mots que nous utilisons au quotidien, nous, en tant que professionnels. Donc, ce cycle s'organise autour d'un préfixe, en fait, le « ré ». Ré, une sorte de clé qui ouvre vers des constructions plutôt frugales parce qu'on parle d'une réédition, en fait. Ré comme rénover, comme réhabiliter, comme reconstruire, comme restaurer, comme réaménager, comme réemployer, réutiliser. Mais les mots parfois se confondent en fait entre eux. Et cette confusion, on aimerait bien la soulever aujourd'hui. Donc, quand on a donné les différents titres de ce cycle, il commence toujours par rénover. Et puis, on ajoute autre chose. Parce que rénover, aujourd'hui, est chargé d'une connotation assez négative liée à son utilisation en urbanisme, qui rappelle qu'il faut toujours démolir. Donc, on essaye de s'inscrire dans une nouvelle manière de penser, d'agir, mais qui a toujours existé en architecture, puisque vous connaissez tous que notre champ d'action est régi par une triade donc, autour de la solidité, de l'utilité et de la beauté, mais qu'on peut décliner bien sûr différemment. Aujourd'hui, on va parler de rénover pour le bien-être social et il est important aussi de définir justement ce bien-être social. Si on se réfère à la définition de l'OMS concernant la santé, on dit que c'est un état, que la santé est un état de bien-être social, de bien-être plutôt, complet, mais qui touche au physique, au mental et au social. Nous essayons de le faire relier justement à la définition que donne l'IAU, donc l'Union internationale des architectes, qui parle, elle, d'atmosphère urbaine conviviale. Si nous parlons de convivialité, nous parlons de ménagement et de prendre soin. Et donc aujourd'hui, ce cycle va parler de ce bien-être social qui tente de reconstruire des liens, qui tente de reconstruire des relations rompues, pas forcément volontairement, pour reconstruire cette ville justement conviviale. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir deux architectes de deux générations différentes. Donc Philippe Madec qui va nous présenter son projet de médiathèque James Baldwin et la maison des réfugiés. Et le
le deuxième projet sera présenté par Hélène Reynard et c'est la première ORCOD IN. ORCOD IN, c'est opération de requalification de copropriété dégradée d'intérêt national. Je reviens sur le mot rénover qui renvoie à la démolition. Nous lui préférons beaucoup plus en fait les deux verbes qui sont réhabilités et requalifiés, qui eux partent d'un état existant et donc qui rappellent qu'il est possible aussi d'économiser cette première ressource en partant d'un état existant et que nous avons toujours appliqué en architecture. Donc les deux opérations qui seront présentées concernent une réhabilitation et une requalification autour de l'habitat. L'habitat n'est pas le logement, nous aimons aussi le mot habitat parce que lui raconte d'abord le logement, ses à côté et tous les chemins qui mènent vers ce logement. Donc on va partir de l'échelle domestique jusqu'à l'échelle urbaine. Alors nous accueillons Philippe Madec en premier. Merci Soraya. Parfait, merci. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à cette occasion et à propos du projet de Jean Carré, qui garde un nom Jean Carré, mais qui rassemble en fait deux programmes. L'un qui est la médiathèque James Baldwin, la grande médiathèque du 19e arrondissement, et la maison des réfugiés. Alors, comme j'aime les mots, je vais rebondir sur ce que tu disais à propos de réhabiliter. Mon sentiment est qu'on ne va pas s'en sortir simplement en réparant la carrosserie moderniste et le moteur moderniste de nos bâtiments, et qu'il faut, au-delà de la réparation utile, retrouver de l'estime pour le monde dans lequel on habite. Et en fait, vous savez, il y a une acception de réhabiliter qui est le retour en estime. J'aimerais voir Dreyfus réhabilité, ça veut bien dire ça. J'aimerais, pour ma part, que l'on se mette à nouveau à aimer le monde dans lequel on est, au point de le respecter, de prendre soin de lui et du coup de prendre soin de nous tous. Et donc la réhabilitation qui est ici essaie de rendre compte de cette nécessité de retour en estime. Alors ça c'est Paris. C'est le Paris du 19e, c'est le Paris autour de la place des Fêtes. Pas d'Haussmann, mais beaucoup de béton. Vous avez, alors je ne sais pas si ça va marcher, c'est ça? Oui. Vous avez ici un lycée qui est un lycée hôtelier, qui était le lycée Jean Carré. Les cours étaient ici et c'était cette partie-là qui servait pour le pensionnat. Donc la ville de Paris, puisque ces bâtiments lui appartiennent, a lancé une consultation en 2017. Et l'objectif, c'était donc d'installer une médiathèque pour laquelle il y avait un programme et une maison des réfugiés pour laquelle le programme n'était pas défini. On savait que ce serait une maison des réfugiés, mais comme ceux qui allaient s'occuper de la vie à l'intérieur de la maison des réfugiés n'avaient pas été encore retenus, finalement, il était difficile de faire le programme. Et donc, l'équipe qui a été construite pour répondre à la demande de la ville, donc notre atelier APM et associé et le mandataire, avec Tribu, qui est notre vieux partenaire, c'est la fin des années 90. Et il y a des amitiés qui durent encore très bien et beaucoup. Et aussi Mutabilis, qui est avec Tribu, notre plus ancien partenaire paysagiste. Et puis, pour tout ce qui est la question de la terre, parce que j'ai vu votre liste des différents thèmes, d'une certaine manière, ce projet répond un peu à tous les thèmes que vous évoquiez. Donc, vous avez vu, le béton est là. Le béton était là, donc pas la peine d'en rajouter. Donc, ce que l'on construit, nous, on le fait en biosourcé et géosourcé. Et il y a une réalisation en terre crue. Et pour la terre crue, donc c'est mon collègue Nicolas Missner qui est avec nous, avec Amaco comme conseil du maître d'ouvrage
et BE-Terre, qui est un BET spécialisé dans la construction en terre. Donc, pour la terre, c'est eux. Pour le bois, puisque le reste de la structure est en bois, de ce que nous faisons est en bois, c'est Gojard Technologies. Et puis, comme bureau d'études, on a Y Ingénierie qui nous accompagne pour le reste. L'acousticien est AAB. Et donc, le programmiste qui nous a servi, une fois que le projet a démarré, à programmer la maison des réfugiés, c'est CPO, les mètres carrés heureux. Alors, ceux qui connaissent un peu le off du DD et tout ça, on reconnaissent un certain nombre de partenaires qui sont dans cette équipe, mais les amitiés, on ne s'en défait pas comme ça, on n'a pas envie d'ailleurs. Le projet fait à peu près 4800 mètres carrés, qui est réparti entre la médiathèque, la maison des réfugiés, et des espaces qui sont communs entre la médiathèque et la maison des réfugiés. Un espace de coworking et un espace une salle polyvalente. En fait, le 19e attendait depuis longtemps cette médiathèque. C'est sans doute le dernier arrondissement qui n'avait pas une médiathèque à l'échelle de cet arrondissement. Et donc, vous avez ici la place des Fêtes, qui est un endroit qui vit extrêmement bien avec son marché. Je ne sais pas si vous arrivez d'aller au marché de la place des Fêtes, mais c'est extrêmement vivant. Et l'école Jean Carré est ici, en fait, sans lien vraiment direct avec la place des Fêtes. Il y a la rue Jean Carré, qui est une petite rue ici, mais qui est une rue piétonne, puisqu'il y a un collège qui est juste à cet endroit-là. Donc, un des enjeux a été de tisser, du point de vue urbain, du lien entre la place des Fêtes et le projet Jean Carré, et d'organiser sur la parcelle, aux alentours, un certain nombre d'activités qui faisaient que la médiathèque n'était pas seulement refermée sur elle-même. Bien sûr, il y a déjà la maison des réfugiés, mais cette parcelle pouvait aussi accueillir davantage d'activités. Donc, on a proposé, donc vous voyez, l'entrée principale se fait par la même rue que l'école. Il y a une autre entrée principale qui est ici. Il y a une entrée par l'arrière qui est, elle, dédiée à un espace de permaculture qui vient s'installer à cet endroit-là. La maison des réfugiés est ici. Et vous pensez bien que, bon, vous savez que la nourriture, l'alimentation est un vecteur incroyable de réintégration, même d'échange et de partage. Nous mangeons tous. Hein. Et donc, quand on ne parle pas la même langue, en tout cas, on parle la langue du manger. Et donc, bien sûr, il y a dans la maison des réfugiés des espaces pour la cuisine. Alors, le lycée Jean Carré, construit dans les années 60-70, a été réalisé en béton préfabriqué, panneaux de béton préfabriqués. Et donc, le début du projet est parti sur une idée très simple, mais que j'ai déjà un peu évoquée tout à l'heure. Le béton est là, on le garde. Le réemploi, c'est d'abord le réemploi du bâtiment. On ne commence pas par déconstruire un bâtiment pour réemployer sa matière. Ça n'a pas de sens. Déconstruire, c'est de l'énergie, c'est de la pollution, c'est de la nécessité ensuite de recycler. Tout ça est à évidemment réduire le plus possible. Et donc, on a regardé ce bâtiment et on s'est attaché à retrouver sa radicalité. Parce que quand vous préfabriquez un bâtiment, quand vous l'industrialisez, il y a un plan qui apparaît qui est d'une rigueur infinie. Vous savez, la rigueur d'un plan, ça aide aussi beaucoup à des usages très différents. Alors, au cœur de ce bâtiment, il y avait les circulations, ici, qui faisaient que ce carré était totalement étanche et qu'il n'était ouvert à rien. Donc, on a commencé par nettoyer tout l'intérieur, retrouver un béton qui est en fait un béton très doux. Il a été extrêmement bien industrialisé à l'époque. Donc, on le garde et on vient, par contre, ouvrir un peu plus la structure de telle manière qu'on puisse y installer, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est une approche bioclimatique et d'ouvrir la structure aux éléments de la nature. Tous les éléments récupérés ici ont été redonnés, repris. Voilà, ils sont repartis dans les réseaux traditionnels du réemploi. L'objectif pour nous était d'ouvrir la structure de telle manière que, vous vous souvenez, à cet endroit-là, enfin dans cette partie-là, c'était là où il y avait les dortoirs, donc on était plutôt sur des tout petits espaces, hein, sur des hauteurs qui n'étaient pas importantes.
Et donc, pour donner des espaces qui sont nécessaires à une vie collective et à une vie liée à la culture et à la lecture, il nous fallait trouver des doubles hauteurs. Donc, l'objectif, c'était de revenir à ça. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on trouve quand on nettoie. Ce n'est pas un projet d'une certaine façon, ça. C'est juste déjà là. Et ce déjà là, il est magnifique, en fait. On n'a pas d'effort à faire pour arriver à ça et pour le construire. On a juste un petit effort à faire pour le nettoyer. Alors, je n'ai pas d'image ici, mais au moment où on a désamianté, il était entièrement jaune, avec un jaune d'or incroyable. Vous savez, maintenant, on projette sur les murs une espèce de latex jaune pour éviter que l'air dans lequel l'amiante est volatile vienne pourrir les murs qui, eux, n'étaient pas atteints par l'amiante. Et donc, ce projet, il y a un moment donné, enfin, j'ai recherché une image, mais je ne l'ai pas ici. Une autre fois, je vous la montrerai. Mais... En fait, ce bâtiment, on avait l'impression de rentrer dans une œuvre d'art, entièrement jaune, toute jaune, avec simplement des LED qui venaient comme ça un peu partout. Donc, on a ouvert le centre, on a enlevé les escaliers, et puis on a commencé à enlever des dalles, et d'un seul coup, la lumière est arrivée, la hauteur est arrivée. À la différence des premiers dessins, on a gardé les poutres. Ça nous a évité d'ajouter des renforts qui étaient inutiles, puisque finalement les poutres sont là. On a finalement gagné un bâtiment de très faible largeur, un U de faible largeur, avec une lumière qui arrive de partout. Et donc, ce que vous avez ici, c'est une carrière. C'est cette idée que l'on sait très bien, le bâtiment peut devenir la carrière de son propre avenir. Et donc ici, tout ce qui est découpé et gardé. Ça pourrait être des dalles de marbre, mais on n'est pas à Carrare. Tout ce qui était sur le site reste sur le site. Même les 2 arbres qu'on a dû abattre, on les a gardés. Et donc tout ce qui est là est réemployé, je vous le montrerai tout à l'heure, dans l'espace public par Mutabilis. La répartition du programme est donc la suivante. Vous avez la maison des réfugiés ici, avec son patio central, la salle de conférence, la salle polyvalente qui est ici, la maison des réfugiés qui est là, et le hall commun, le hall qui se trouve à cet endroit-ci, la maison des réfugiés, a une entrée directe ici. Le sud est dans cette partie-là, dans un endroit extrêmement haut calme, face à un mur, mais dans un endroit d'un très joli calme, et que l'on garde évidemment, et qui permettra que le bistrot de la maison des réfugiés s'ouvre sur cette terrasse très protégée. La répartition dans les étages est la suivante. Donc voilà, la maison des réfugiés sur 2 niveaux, la médiathèque, l'accueil public, puis les adultes, puis les enfants, puis le personnel. Les toitures sont des toitures terrasses qui ne sont pas accessibles au public. On a juste un problème parce qu'on ne pouvait pas les consolider, en tout cas consolider celle-là parce qu'on est au-dessus du métro. Vous ne pouvez pas charger comme vous voulez une structure qui est déjà construite au-dessus d'une route de métro. Donc elle est évidemment paysagée, avec un usage. On a prévu d'y mettre des ruches. Et on a, par contre, ici en haut, un espace qui est aussi paysager, avec une production photovoltaïque qui compense les usages électriques de cet équipement. Pour la chaleur, le CPCU de Paris fait son travail pleinement. Donc l'approche est bioclimatique. Alors, ce bâtiment va être le premier bâtiment public en ventilation naturelle à Paris. Donc bioclimatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez votre bâtiment en coupe. Et d'abord en coupe. Vous pensez à la façon dont les échanges s'opèrent entre l'intérieur et l'extérieur, que ce soit la lumière, évidemment, l'air, évidemment, la chaleur, tout ça doit réussir à entrer et l'humidité à entrer et à sortir du bâtiment. Donc voilà, la coupe est l'enjeu majeur de toute conception bioclimatique. Et alors, le document qui suit, c'est le plus lourd, c'est la coupe. J'ai cliqué, mais il met du temps à venir. Voilà. Donc vous comprenez que ce bâtiment était entièrement rempli au début, qu'au milieu c'était les escaliers, et que donc il n'y avait pas de pleine terre.
Et donc ici, on retrouve la pleine terre et évidemment un patio qui permet d'envisager 3 systèmes de ventilation naturelle. Donc, dans la vie, ce n'est pas soit la ventilation naturelle, soit la ventilation mécanique. Il faut arrêter de penser qu'on est dans cette dichotomie-là. Quand vous faites de la ventilation naturelle, vous avez le choix entre la ventilation naturelle frugale, directe, la ventilation naturelle hybride, la ventilation naturelle double flux. Et donc, dans ce projet-là, en fonction des lieux, on utilise 3 types de ventilation naturelle. Et une ventilation naturelle double flux dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Il y a une exposition à la fin du mois à l'École d'architecture de Paris-La Villette, le 31 mars, l'inauguration, que sur la ventilation naturelle, ce qui est en fait la première exposition en France sur la ventilation naturelle, avec une bonne vingtaine de projets qui vont être présentés. Je pense que ça va être très intéressant, même pour nous, de voir finalement comment nos collègues utilisent aussi ces techniques qui sont moins connues, en tout cas moins utilisées. Donc voilà, une fois qu'on connaît les vents et qu'on connaît les jours d'ensoleillement, eh bien, on sait la hauteur du soleil, on sait comment ça se passe, tout ça. Enfin, la porosité d'un bâtiment, tout ça est lié à la réalité du climat que l'on connaît tous et qui ne demande pas de très grands efforts à l'architecture pour faire en sorte que ce soit possible. Donc à la fin, ce qui apparaîtra, ce sont ces espaces habitables avec une peau qui a été une peau donc pensée en coupe. Donc on isole par l'extérieur. Et on isole et on enduit l'isolant. On voulait que les bâtiments des années 60 gardent une certaine minéralité. Et donc l'enduit à la chaux nous intéressait ici. Et donc on isole avec un isolant biosourcé. Le maître d'ouvrage a fait un vrai effort économique sur l'utilisation d'un isolant biosourcé. Entre parenthèses, le mouvement de la frugalité heureuse et créative a lancé très récemment une pétition pour la baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi, parce qu'on est toujours confronté finalement à ces choix de nos maîtres d'ouvrage qui préfèrent ne pas choisir les choses les plus chères, alors qu'on sait bien que ici, si on n'avait pas eu du Pavatex en parement, on aurait eu du polystyrène, quoi. Et donc, pas question de polystyrène. Donc on isole par l'extérieur et dans toutes les baies, on vient installer un ensemble menuisé que vous avez là, qui est un ensemble dans lequel vous avez. Donc vous voyez ça, c'est en fait l'entrée d'air en ventilation naturelle. Donc c'est une entrée d'air qu'on appelle autostatique. C'est-à-dire qu'en fonction de la pression, elle s'ouvre ou elle se ferme toute seule. Pas de moteur, c'est juste la pression qui fait ça. Le chauffage est ici en dessous, donc l'air entrant est chauffé en hiver. Et autrement, il entre, il n'est pas chauffé. Et ici, vous avez deux ouvrants. Un ouvrant qui permet de ventiler la nuit sans qu'il y ait d'intrusion. Et là, c'était le prototype. Vous voyez, ils ont mis à l'envers les persiennes. Si on met les persiennes comme ça, l'eau rentre, ça va pas. Donc, ce sera bien de l'autre côté. Mais donc, ça permet d'ouvrir pendant la nuit, quand il n'y a personne. À la fois, ça empêche l'intrusion de personnes qui souhaiteraient entrer, mais aussi les oiseaux. Comme on fait beaucoup de ventilation naturelle, je veux dire que très tôt, on a eu des maîtres d'ouvrage qui nous rappelaient que c'était bien, mais quand même, être réveillé en pleine nuit parce qu'il y a un oiseau qui est rentré et que l'alarme volumique s'était déclenchée et avait réveillé le gardien, ça ne marchait pas. Donc voilà, il faut laisser entrer l'air, mais pas laisser entrer les oiseaux. Et pour le reste, vous avez ici un dispositif, on va dire un peu canien, un peu Louis Kahn. Vous pouvez lire contre la fenêtre. Et si vous avez un peu trop de vent et que vous avez envie qu'il y ait si vous avez un peu trop chaud et que vous avez un peu d'air dans votre dos, vous pouvez ouvrir cette fenêtre. Autrement, vous venez vous protéger avec des BSO, des brises soleil orientales. On ne met jamais de voilier roulant. Interdit le voilier roulant. Terminé. Donc, ce sont des BSO qui laissent passer et la vue, et l'air, et tout le reste. Et donc, vous avez bien compris qu'on est dans l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, si l'extérieur n'est pas maîtrisé, ça vous sert à quoi de faire de la ventilation naturelle ? Et donc, la nécessité de maîtriser l'effet d'îlot de chaleur, c'est le travail qui a été porté par Mutabilis, où au début, notre terrain était perméabilisé à ce point, et à la fin du projet, même en réutilisant nos dalles, on aura un projet beaucoup moins imperméabilisé. Donc les dalles vont être scarifiées. Enfin, il y a un très beau travail de surface qui est refait sur les dalles qui sont réemployées.
Le résultat, ce sera ça. Donc ici, on est du côté de l'entrée, face à l'école, où on lit la médiathèque, la maison des réfugiés, et le bâtiment construit, qu'on appelle le lien, parce qu'il fait lien, et lui étant biosourcé et géosourcé. Ça, c'est l'intérieur de la maison des réfugiés, où ce qu'on a installé au rez-de-chaussée sont des espaces de convivialité et d'échange, que ce soit juste un bar, parce qu'il y a un café dans la maison des réfugiés. Il n'y a pas que les réfugiés qui vont y venir. L'idée, c'est aussi que le quartier vienne à cet endroit-là et puisse sortir à l'extérieur des espaces qui permettent de faire des spectacles, etc. etc. Enfin, donc, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est Emmaüs qui va gérer cette maison des réfugiés. Le volume en bois, le volume intermédiaire, le lien, est recouvert d'une mantille qui est faite de pièces de bois de petites dimensions, de telle manière que l'on ait finalement une ressource aisée à trouver. Et l'avantage des petites pièces de bois, même si elles sont droites, c'est très facile de faire apparaître une courbe avec des petites portions de droite. Et donc pas de problème de fabrication de pièces courbes pour arriver à cette protection solaire. À l'intérieur, la structure est donc, comme vous le voyez ici, en bois. Elle est en cours de montage. C'est à peu près l'état du chantier aujourd'hui. Donc voilà le volume en bois, la maison des réfugiés ici, de ce côté-là, la médiathèque à cet endroit-ci. Donc c'est un vide en grande hauteur ici, dans lequel vont se placer les circulations. Et donc voilà ce à quoi on attend, ce que l'on souhaitait et ce à quoi on arrive. Une présence de la structure bois dans laquelle de la terre coulée vient faire un remplissage. Donc ici, la terre coulée n'est pas porteuse, elle est en remplissage. Et donc voilà, ça c'est la maille quand vous le voyez de l'intérieur. Et vous avez ici, donc dans cette élévation de ce mur, en partie bistre, vous avez tous les endroits où la terre coulée vient en remplissage de la structure bois. Donc voilà la terre coulée, donc, qui est réalisée en fait par une entreprise alsacienne. On n'en a pas trouvé en Île-de-France. Une entreprise alsacienne qui est spécialisée dans le béton, mais qui développe un espace de R&D sur la terre. Comme quand même eux comprennent que les choses vont changer, que peut-être dans les banches, ce n'est pas du ciment et du béton armé que l'on coulera demain, mais autre chose. Et donc ici, c'est une terre qui vient du Grand Paris, avec une argile d'une qualité incroyable, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'adjuvant pour la faire tenir. Donc il n'y a pas de ciment, évidemment, pas de chaux non plus. Il y a une structure bois à l'intérieur. Ici, en fait, des fibres qui sont de la paille brisée. Et donc ça, c'est la finition du mur. Une fois qu'il est décoffré, il est coulé en vertical et il est séché à l'extérieur. Donc voilà le résultat qui est extrêmement proche de ce qui était espéré, avec les planchers bois, structure bois, la terre qui est là et qui apporte bien sûr son inertie. C'était ça un des grands enjeux, au-delà de la qualité tactile de la terre. Et donc voilà, au moment où on sort et si on se retourne, on verra ça. Donc voilà ma présentation. On va pouvoir se laisser une petite dizaine de minutes pour les questions avec la salle, donc n'hésitez pas, on va faire passer un micro. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une petite question à vous poser concernant le bardage qui était mis en place en lamelles de bois. Je voulais savoir ce que vous utilisiez comme type de bois, les traitements qui étaient apportés à celui-ci, et comment vous faisiez l'assemblage finalement des pièces pour éviter d'avoir de la corrosion dans le temps. Alors c'est du Douglas et il n'y a pas de traitement. Et une grande partie, c'est simplement cloué au clou inox. Donc on essaie d'avoir des approches minimalistes, mais pérennes, durables. Donc vous avez du Douglas à peu près partout. Enfin, vous avez du pain à peu près partout, y compris sur les menuiseries. Et sur le bardage, y compris sur la résille, c'est du Douglas. Non traité. Ah non, c'est du Douglas non traité, mais par contre, sur la résille, il est pré-grisé. En fait, ça fait partie des discussions que l'on a depuis longtemps quand on utilise le bois. Finalement,
on sait bien qu'entre le moment où on le pose et plus tard, il y a un vieillissement qui arrive. Et ce qui est très étonnant, c'est que le vieillissement du bois pose plus de soucis que le vieillissement de la pierre ou de l'enduit, par exemple. J'ai fait le musée archéologique du château de Mayenne et on a installé un musée entièrement en bois dans un château mérovingien qui avait été nettoyé. Et quelques années après, on passe la pierre à griser exactement comme le bois. Et là, pas de souci. Mais on sait bien que dans les situations plus urbaines, où finalement la relation au bois est une relation qui n'est pas si habituelle, le vieillissement apparaît comme une dégradation. Et donc ici, on a préféré maîtriser ce sentiment qui aurait pu être détestable en pré-grisant. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une petite question à vous poser sur les panneaux en terre coulée. On est hors des techniques, disons, traditionnelles. C'est-à-dire que comment vous avez pu mettre cette technique en place? Il y a eu un avis technique expérimental et si oui, comment est-ce que ça a pu aboutir globalement? Qui l'a payé, qui a pris le risque de mettre en place cette démarche? Et voilà, je voulais vous entendre sur ce sujet. Alors, dans ce projet, il n'y a pas d'index lié à la Terre, parce que la Terre n'est pas porteuse, en fait. Et j'ai, par exemple, fait il y a quelques années le premier mur de BTC porteur d'un plancher accessible au public dans un bâtiment public. Et là, on a eu une index. Ça nous a pris du temps, ça a été compliqué. Ici, on ne voulait pas rentrer dans cette histoire-là. Et puis, les avancées sur la terre coulée sont passionnantes aujourd'hui. Mais on est dans la recherche, vraiment, autour de la terre coulée. Donc, on voulait cette terre coulée comme ça. Et donc, on l'a simplement utilisée en remplissage, sans problème assurantiel particulier. Bonsoir. Merci Philippe pour cette qualité exceptionnelle de travail systémique. Et comme je sais que tu as beaucoup de potentialités à partager, j'aimerais bien que tu nous expliques, si je reprends la fameuse phrase de Frank Lloyd Wright, quand il dit que l'architecte est celui qui est capable de prendre une brique et la transformer en lingot d'or. Tu nous parles des matériaux, mais tu ne nous parles pas de la transformation des matériaux dont l'objectif est l'architecture. J'aimerais bien savoir un peu plus par rapport à cette approche bioclimatique. Tu nous as parlé d'un bâtiment en plan carré pour la médiathèque, donc 4 orientations. Comment tu as fait par rapport au Pavatex, apparemment pour l'isolant qui devient aussi une façade? Quel est son apport par rapport aux 4 orientations? Est-ce que c'est les mêmes matériaux qui tournent par rapport à la démarche bioclimatique? Et qu'est-ce que ça apporte, en fait, les bois, les bétons, les Pavatex, dans la démarche plus globale architecturale? Un peu l'émotion, je sais que tu parles très bien, j'aimerais bien t'écouter là-dessus. Merci. Je te remercie. En fait, bon, il y avait 20 minutes, une demi-heure, donc ce bâtiment, si on s'y arrête, on peut s'arrêter sur chacun des items et aller profondément. En fait, j'ai un souci avec le monde contemporain d'architecture éco-responsable, alors que j'essaie d'appartenir à ce monde de l'éco-responsabilité. Un souci qui est lié au fait que, et ça c'est positif, enfin les architectes s'intéressent à la matérialité. Fini la matière générique, on ne se pose même plus la question de savoir l'épaisseur, on sait que le voile c'est 16, etc. Donc enfin, les architectes se réintéressent à la matérialité et à l'incroyable richesse des matières qui sont disponibles. Ça, c'est magique. Mais souvent, quand tu entends les présentations des projets, tu as l'impression d'avoir affaire à un constructeur. Et enfin, moi, depuis très longtemps, mon premier livre, c'était sur Étienne Louis Boullée. Hein, et Boullée, c'est celui qui a dit, dans le XVIIIe siècle, il ne faut pas penser que l'architecture, c'est l'art de bâtir, ce serait prendre l'effet pour la cause. Quand je suis allé voir Frampton dans les années 80, c'était pour une conférence qu'il avait donnée à Princeton en 66, dans laquelle il expliquait qu'il n'y a pas de théorie contemporaine qui fait la part de l'architecture et de la construction. Je pense que c'est encore assez juste.
Et bien sûr, mon travail est sur la matérialité. Et bien sûr, mon travail est sur l'espace, qui me semble être davantage le travail de l'architecte que de la matérialité, même si la matérialité a évidemment un impact sur la qualité de l'espace. D'ailleurs, pour reparler de Frampton, Frampton explique que le tactile, c'est ce qui permet de donner à l'architecture une présence plus forte que l'image. Le rapport à la matière est essentiel dans notre façon de faire l'architecture aujourd'hui. Et la matière, ce ne sont pas que les matières dures, hein. Ce ne sont pas que la terre, le bois, la brique, la chaux. Ce n'est pas que ça, les matières de l'architecture. L'air, il y a les matières fluides, quoi. L'air, la lumière, la chaleur, ce sont les matières de l'espace. Et en fait, quand je parle d'air, je parle d'espace. Quand je parle de lumière, je parle d'espace. Je sais qu'elles rebondissent sur la matière et tout ça est un ensemble. Mais je ne veux pas tomber dans l'écueil de ne parler que de construction. Non, mais je te dis ça parce que c'est en fait, ça nous pend au nez. À la fois, il faut absolument maîtriser la construction. Enfin, c'est indispensable. Enfin, un architecte qui ne s'intéresse pas à la construction n'est sans doute pas architecte, mais ça n'est pas l'objet de l'architecture. Moi, je me suis donné, il y a plus de 30 ans, ma définition de l'architecture avec laquelle je travaille, qui est l'installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. La matière, c'est l'outil. Hein. L'enjeu, c'est l'installation, et la bienveillance, c'est l'architecture. Et donc, l'objectif, c'est ça. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Ce que l'on pourrait faire, j'avais mis la composition de la terre coulée, si vous l'aviez souhaité, mais je pense extrêmement important que les architectes qui sont face à la question de la réhabilitation aujourd'hui, c'est-à-dire face à ce qui est leur compétence majeure, la question de l'espace, s'intéressent profondément à la question de l'espace. Parce que quand vous êtes dans du déjà là, la plupart du temps, les structures sont déjà présentes. Et vous, architectes, les concepteurs de l'espace, ont cette capacité incroyable de se figurer des choses que même un maître d'ouvrage habitué à la construction n'est pas capable de voir. Et donc revendiquer notre capacité à faire de l'espace, ça, c'est le plus important. Pour aller jusqu'au bout de l'histoire, notre manière de faire de l'espace, ce n'est pas de le créer, c'est de l'ouvrir. L'espace est déjà là, comme le bâti. Il y a un vieux terme qui a été utilisé par Gaudin, le grand Gaudin, il y a 30 ou 40 ans, c'était l'essartement. Vous savez, les gens qui s'occupent de bois font des essartements, quoi. Ils ouvrent des clairières. Finalement, dans le monde fini dans lequel nous sommes, il faut que nous fassions un travail de clairière. C'est la seule manière de pouvoir accueillir plus de vie dans un monde fini. Oui, peut-être avant de... Bonjour à tous, je suis Brigitte Fernandez, je suis responsable du pôle ressources et formation chez Ecopolis. Je prends la parole de parce que je voulais rebondir sur... Non, vous pouvez bouger, Philippe, merci. C'est juste que Philippe a cité beaucoup de choses dans son intervention, ce qui me permet de rebondir sur nos actualités aussi. Ce magnifique projet est un projet bâtiment durable francilien, donc Léon vous a présenté la démarche. Il se trouve qu'on l'a visité la semaine dernière. Donc on a d'autres visites programmées, ce sont des projets de ce type-là, donc si vraiment vous êtes intéressé pour voir en réel ce genre de projet, n'hésitez pas à vous inscrire à nos visites. On parlait ventilation naturelle, du coup on est justement avec Tribu et Switch, on propose une formation ventilation naturelle, c'est la première édition qui a lieu le 4 avril, c'est une journée, donc si vous êtes intéressé, ne manquez pas, c'est en lien avec l'exposition ventilation naturelle à la Villette, dont on mettra sur notre site internet toutes les ressources en fait, en lien avec ce sujet-là. Et troisième actu, le off du DD. L'appel à projet est en cours pour l'édition de cette année. Ça se termine le 31 mars. Si vous ne l'avez pas vu passer, dépêchez-vous de candidater si vous avez des projets de réhabilitation justement intéressants. L'offre du DD, c'est Oser faire frugal. Donc, c'est un appel à projet national, voire international. Il peut y avoir des projets en dehors de la France, c'est les dom-toms. Enfin, la France, en gros, pas les dom-toms, c'est dans la France. Et donc, c'est des projets de réhabilitation de paysages ou de territoires. Donc, voilà, c'est jusqu'au 31 mars. Il est possible qu'on prolonge un petit peu l'appel à projet, mais notez-le.
Vous pouvez voir, c'est tous les 2 ans et c'est super intéressant. On valorise des projets lauréats qui font l'objet d'un cahier qui est publié, de vidéos. Et il y a un événement qui se passe dans chaque région. Et donc, nous, on co-organisera avec l'ICEB et CO2D début 2024. Je parle vite parce que je ne veux pas l'événement régional. Donc, voilà, on vous tiendra au courant. Mais voilà, ça vous concerne. Donc, n'hésitez pas à suivre tous ces actus-là. Voilà, je profitais, je rebondissais sur ton intervention. Et du coup, je laisse la parole, je pense, à la suite. Tenu que le nom de Hélène Reynard, Hélène et Chloé aussi, qui vont nous présenter une des premières opérations de requalification d'une copropriété dégradée située à Clichy-sous-Bois. Un travail fastidieux sans doute, engagé aussi. Un travail avec les habitants. Je vous laisse la parole. Ensuite, donc Grande Frayeur. Donc ça, c'était avant qu'on arrive, et c'est un petit peu ce qui a motivé justement l'opération qui est sortie. Un des bâtiments, le bâtiment Ronsard, qui est le bâtiment 18, des pans de façade qui commencent à s'effondrer en fait. Donc c'était dû à des infiltrations, etc. Enfin, on ne va pas revenir sur les problèmes techniques. Donc immense panique. Ils évacuent l'immeuble immédiatement, et du coup, à l'époque, ils n'avaient pas encore décidé de démolir l'ensemble des grands immeubles. En fait, c'est un quartier, donc je vais le montrer après, avec des grands immeubles et des plus petits immeubles. Et là, suite à cette frayeur, le maire de Clichy-sous-Bois, qui est donc Olivier Klein, qui est maintenant notre ministre du Logement, décide avec le préfet, enfin voilà, il décide finalement la démolition de l'intégralité des grands bâtiments R+10, parce que voilà, ça fait trop peur. Et donc nous, on arrive après ça, donc pour faire cette mission de gestion de l'attente. Voilà, je vous passe quelques photos. Donc on a fait intervenir le photographe Clément Guillaume pour qu'il prenne quelques photos de l'état quand on est arrivé. Donc là, le tram était encore en construction. Aujourd'hui, il est réalisé, donc le désenclavement a eu lieu. Voilà, et donc malgré tout, nous, on a vu un site donc dans un état très, très, très dur, avec des habitants qui souffrent énormément, mais on a vu une certaine beauté, une certaine majesté. Enfin, voilà, le site a été dessiné par Zerfus. Enfin, il est dans la pente avec des arbres. Enfin, voilà, il y a quelque chose quand même de très beau. Quand on arrive là, on peut trouver un apaisement finalement. Et donc voilà, donc ces photos retracent assez bien, je trouve, cette majesté des façades. Enfin, même si voilà, on peut pas en faire l'apologie parce que c'est un site très difficile. Mais voilà, ça c'est les petits bâtiments, donc les R+4. Donc il y a 9 R+4 et 8 9 avec le bâtiment 18 qui a été démoli, R+10. Voilà, cette photo, je l'aime beaucoup parce qu'on dirait vraiment un paquebot qui sort de la... Voilà, ça c'est les R+4, aussi un côté très arboré partout. Donc ça, c'est vraiment la force du site, c'est d'être dans un site qui est assez remarquable. Voilà, donc là, c'est un petit peu ce qu'on avait repéré d'intéressant dans les halls d'immeubles, etc. Il y a des halls qui sont assez majestueux. Et là, attention, on va prendre conscience de la réalité. Voilà l'état dans lequel on a trouvé les bâtiments. Donc les gens habitent dans des immeubles qui sont vraiment dans un état de dégradation très très avancé. Et donc le projet de l'État, donc, c'est d'exproprier sur une bonne dizaine d'années, même entre 10 et 15 ans, l'ensemble des habitants et de les reloger, alors soit dans du logement social, enfin de racheter leurs appartements et de les reloger dans du logement social, ou pour certains, ils pourront racheter un autre appartement. Mais du coup, tout ça, ça va prendre 10 ans à 15 ans. Donc nous, on s'est tout de suite dit, 10 ans, 15 ans, c'est le temps d'une enfance, c'est le temps d'une retraite. Voilà. Et notre mission, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 10 ans? Comment est-ce qu'on va faire en sorte de prendre soin en fait, des gens qui sont là et de se dire qu'ils vont vivre le pire. Ils ont déjà vécu 30 ans avec une spirale infernale, le quartier qui se dégrade, et là, ils vont vivre le pire. Et ils sont même un peu captifs de cette situation, puisque pour certains, leur logement ne va être racheté qu'à la fin. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont déménager, etc. Donc c'est vraiment le pire du pire. Et comment est-ce que nous, on va pouvoir accompagner ce projet-là? C'est un projet de grande ampleur avec énormément de partenaires. Donc c'est l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est le maître d'ouvrage. Mais notre vrai maître d'ouvrage, on va dire, c'est l'administrateur judiciaire qui gère la copropriété. Évidemment, la ville est aussi associée, tout un tas de partenaires, c'est des réunions très complexes, des budgets colossaux. Nous, on a été consultés pour 23 millions d'euros de travaux d'attente et de réhabilitation des petits bâtiments. Voilà, donc là, c'est un peu pour vous montrer l'état dans lequel sont les halls et les parties communes. Voilà, c'est dur.
Donc je passe rapidement quand même. Donc là, c'est juste un plan masse, alors qui ne révèle pas bien le site, puisqu'il est vraiment dans la pente. Donc des bâtiments qui sont orientés nord-sud. Donc c'est 2 copropriétés, en fait, le chêne pointu et l'étoile du chêne pointu. Et nous, quand on a remporté la consultation, on a été missionné, enfin ils avaient choisi de couper en 2 le quartier, et donc on a remporté la moitié des bâtiments, la moitié des R+10 et la moitié des R+4 à réhabiliter. Et une autre équipe d'architectes qui s'appelait Archiéthique, ils ont fermé depuis, avait remporté l'autre moitié. Voilà, et donc là, on est parti très vite sur une démarche de concertation, et donc rencontrer nos 5000 clients. Alors évidemment, on ne les a pas rencontrés les 5000, mais c'était un peu l'idée de se dire, bon ben voilà, nos clients, finalement, on s'adresse aux habitants. Et donc, on a fait ce qu'on fait dans chacun de nos projets, 5 jours de diagnostic et enquête dans les appartements. Donc, des entretiens d'une demi-heure environ. On est rentré dans 154 appartements pour essayer, avec des enquêtes, enfin, on fait du porte-à-porte, en fait, par binôme. Et on essaye d'avoir un questionnaire un peu exhaustif qui parle un petit peu de tout. J'avance vite. Donc là, ce travail d'entretien, c'est quelque chose qu'on fait sur tous nos projets. Nous a permis de sortir des données qui ont pu influer sur le projet, en fait, voir depuis combien de temps les gens étaient là, comment ils vivent, donc 4,5 occupants par foyer, 57% trouvent la double entrée, enfin voilà, des choses qui pourraient alimenter le projet et le diagnostic. Voilà, on a tout de suite eu des données assez pragmatiques sur les problématiques à l'intérieur des logements, donc des gros problématiques de fuite, de fenêtres ou de volets qui menaçaient de tomber, l'électricité déplorable. Il faut se dire que là-bas, c'est une donnée que j'aime bien rappeler, le salaire moyen par foyer par an est de 8 000 € par foyer par an. Voilà, ça c'est le salaire moyen, le revenu moyen. Donc tout de suite, on voit que ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés, donc ils ne peuvent pas rénover eux-mêmes. Donc on trouve beaucoup d'appartements dans des situations très dures. Voilà, donc le projet, donc nous on avait cette partie de gestion de l'attente et de réhabilitation des R+4 qui eux étaient voués à rester en copropriété. Et l'agence Michel Gutmann, architecte et urbaniste, avait le projet du nouveau quartier, du futur quartier, donc tout neuf, qui allait sortir. Et donc nous, on a essayé on s'est dit qu'on pouvait aussi transmettre le message auprès des habitants, leur faire prendre conscience des transformations qui allaient avoir lieu de leur quartier. Donc on a pris les images du groupement d'urbanisme pour faire montrer comment ça allait évoluer. Donc ce qui était prévu à l'époque, donc 2019, l'état actuel, avec le bâtiment jaune, le bâtiment Ronsard, donc celui qui menaçait de s'effondrer, qui était prévu à la démolition. Et voilà, ensuite en jaune, on a les bâtiments, les premiers bâtiments qui sont démolis, les bâtiments bleus qui arrivent, donc qui sont les nouveaux bâtiments 2022. C'était ce qui était prévu à l'origine. Donc on a laissé les dates qui sont en haut. Donc maintenant, on voit qu'on n'en est pas du tout là finalement. Évidemment, les calendriers se sont complètement décalés. Voilà. Et donc ça avance petit à petit. Je vous passe. Donc les bâtiments sont censés tomber les uns après les autres, et on reconstruit un nouveau quartier. Voilà, qui a une forme complètement différente. Alors là, c'était la proposition qu'on avait faite de garder un immeuble, donc il en reste un, mais en fait, il n'y en a plus du tout. Du coup, voilà, je reviens en arrière. Voilà, on passe de ça à ça. C'est de la folie, en 12 ans. Et donc, c'est de la copropriété, donc il y a toutes les expropriations à faire, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu montrer pour que tout le monde prenne l'ampleur en fait, de ce que ça voulait dire. Voilà, on arrive en 2019. Travailler à fond notre commande de base, parce que notre commande de base, c'était vraiment donc, la réhabilitation des immeubles R+4, on y reviendra après, et sur les R+10, donc faire vraiment des travaux d'attente pour éviter que ça brûle, éviter que des gens tombent, etc. Mais c'était très, très sécuritaire, un programme de travaux très technique et sécuritaire. Et nous, on a essayé, on s'est dit, il y a aussi tout l'environnement, on ne peut pas prendre soin des gens sans s'occuper de leur cadre de vie, en fait. Et même si ces bâtiments vont être démolis, on est obligé de proposer qu'il y ait quand même une réhabilitation, qu'on fasse en sorte que les halls soient plus vivants. Il s'agit de la sécurité psychologique, de la sécurité de base. Et donc, on a milité très fortement pour que d'autres aspects soient pris en compte. Donc, les abords. Mais donc, c'est l'ANA qui finance, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui finance en grande partie les travaux avec l'EPFIF. Et du coup, ce n'était pas forcément dans leur ligne de financement. Donc, on a vraiment milité pour qu'il y ait d'autres travaux qui soient pris en compte. Et du coup, là, on arrive sur les R+4. Peut-être, Hélène, tu veux détailler un peu
Oui, sur les R+4, bon, comme disait Hélène, contrairement au R+10, les études qu'on a fait, c'est pour la réhabilitation pérenne. Il y avait tous les R+4 qui vont rester dans le nouveau projet. Donc, c'est la partie un peu plus classique de notre projet. Donc là, on a imaginé différents types de rénovation. Et en fait, ils sont plutôt bien orientés nord-sud. Ils ont des qualités en termes d'échelle. C'est des petits bâtiments, donc ils pourront bien vivre dans le nouveau quartier. Et du coup, voilà, on a notre stratégie un peu chez Sol, c'est de proposer différents types de scénarios et de les soumettre aux habitants. Donc voilà, là, on avait proposé par exemple un scénario plus poussé avec des jardins d'hiver et des surélévations. C'était notre APD sur les R+4. Et donc là, je fais une petite digression, parce que du coup, moi, je suis aussi architecte conseil de l'État et j'ai fait mon premier séminaire. Les architectes conseil de l'État, on va en séminaire chaque année. Et c'était mon premier séminaire, on a été à Genève. Et donc, c'est des moments très intenses d'échange. Je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle. Et on a visité le bâtiment du Lignon à Genève, qui est un bâtiment impressionnant et qui est complètement réhabilité. Voilà, on nous a présenté ce projet avec toute une équipe de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Et on a beaucoup parlé de ne pas démolir, etc., et de réhabiliter. Et du coup, ça m'a infusé. Et je suis revenue en me disant, mais on peut pas laisser faire ces démolitions, c'est pas possible. Il faut qu'on se batte, on peut pas laisser comme ça. Donc il faut, même si la démolition était actée, que c'était pas du tout notre commande, je me suis dit, on est obligé de présenter en fait quand même une alternative. Donc on est parti du bâtiment Mermoz en se disant, bon ben voilà, la démolition est actée sur les 8 bâtiments, peut-être qu'on peut dire, 1 ou 2 sont sauvables. Il faut absolument qu'on le monte. Donc on a fait sur nos propres, bénévolement, on va dire, en tout cas, c'était pas du tout le cadre de notre mission, une proposition de réhabilitation. On voulait essayer de montrer qu'on pouvait obtenir un changement d'image et un changement de pratique en gardant le bâtiment. Alors évidemment, ça posait des questions compliquées puisque les bailleurs ne voulaient pas reprendre un immeuble entier. Donc on a aussi cherché des acteurs du bâtiment qui auraient pu reprendre un peu en copropriété, un peu en bailleur social, etc. Et donc, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on pouvait transformer les typologies? Est-ce qu'on pouvait transformer l'image? Est-ce qu'on pouvait rajouter des balcons? Est-ce qu'on pouvait obtenir les performances d'un bâtiment neuf? Est-ce qu'on pouvait avoir des rez-de-chaussée actifs comme dans un nouveau projet, finalement? Est-ce que ça pouvait ressembler à un projet classique? Voilà, et donc on arrive aux chaînes de rêve. Je ne vais pas rentrer dans le détail des plans qu'Hélène a fait très bien avec, on change les typologies, donc, parce que là, en fait, les typologies sont presque toutes les mêmes. On a presque que des T4 aux chaînes, et donc voilà, on fait des duplex, etc. Des rez-de-chaussée actifs, on avait essayé de proposer une programmation qui pouvait convenir au quartier, puisque on s'est dit, ici, on est dans un quartier qui est quand même très différent, avec une économie très différente. On ne peut pas rester sur un programme de ZAC classique, peut-être avec des commerces classiques. Donc, on avait essayé de travailler à une programmation qui faisait suite à nos interviews. Voilà, je passe un petit peu rapidement là-dessus. Voilà, on avait poussé un peu l'exercice en disant, faisons des images style promoteur pour montrer qu'est-ce que ça peut donner dans un salon, etc. Donc, ça, c'est Nathan qui a fait ces images. Pour essayer de convaincre. En fait, notre but était de convaincre le maire, de convaincre la PIF, de convaincre les partenaires que si c'était possible et pour moins cher. Donc notre bureau d'études qui est Alterea, qui nous accompagne toujours sur l'opération, a fait les chiffrages. Donc on avait proposé plusieurs scénarios et donc on avait montré que c'est des chiffrages assez précis sur la base de nos études. Donc dans le scénario qui était prévu pour la future ZAC, on démolissait. Donc, si on démolissait 4 bâtiments et qu'on construisait selon le projet urbain, donc on passait de 602 logements à 420, donc on diminuait le nombre de logements, ce qui était un peu dommage aussi dans le contexte qu'on connaît. Ça coûtait 195 000 € par logement environ de démolir et construire. Et nous, avec notre réhabilitation qui était une transformation totale, on remettait en squelette, on arrivait à 175 000 €. Alors ça peut paraître peu comme économie, mais ça représente quand même un avantage assez énorme, et même en termes de temps, etc. Et on gardait 602 logements. Voilà. Donc on a fait cet exercice jusqu'au bout. Et voilà. Et donc on nous a dit, c'est très joli, mais c'est trop tard. Donc on a échoué dans notre... Alors peut-être parce qu'on n'était pas assez convaincant, je ne sais pas. Mais on arrivait trop tard. Les décisions avaient été entérinées, etc. Donc on a oublié ça. Et donc là, on est reparti en disant, ok, d'accord, donc on va rester dans notre programme initial. Et donc on est parti à faire des
des pieds d'immeubles. Ça, c'est un autre de nos outils. Enfin, voilà, au lieu d'appeler les gens à venir dans des salles de réunion où ils ne viennent pas forcément, on va vraiment au pied des immeubles et on présente les choses, on explique, on fait faire des choix aux gens. Bah ouais, comme le dit Hélène, en fait, c'est hyper intéressant de se retrouver in situ dans les halls, les parties communes. Les gens, ils ont beaucoup de mal à se projeter. Nous, j'avoue, on bosse pas trop en maquette. On devrait peut-être. Mais donc, on aime bien faire nos réunions en pied d'immeuble dans les halls, les cages d'escalier. Et voilà, on se ramène avec plein d'images, plein de refs. Et on leur pose des questions. Donc, par exemple, il y avait sur les halls d'immeubles, pour voir un peu quels sont les goûts des uns et des autres. Voilà, on leur demandait de voter entre voilà, la 1, 2, 3, 4. On demandait pareil pour les cages d'escalier pour essayer de prendre un peu le pouls des envies de chacun. Et voilà, et c'est quelque chose qui marche hyper bien parce que le fait d'être dans une salle de réunion, en fait, on parle tout le temps qu'avec les mêmes personnes. Alors qu'en pied d'immeuble, dans les halls, en fait, les gens passent, on va commencer à discuter avec eux, et donc on a un panel d'habitants assez divers, et c'est pour ça qu'on aime bien ce type de méthode. Oui, enfin voilà, on s'est aussi dit que peut-être le fait d'être là et de poser toutes ces questions, ça faisait aussi partie finalement du soin qu'on pouvait apporter, de prendre les gens en compte, en fait, de les écouter, de leur demander leur avis, d'essayer de leur redonner du courage. En fait, c'est une dame qui nous disait ça. En fait, il faut nous redonner du courage. Et donc, on a essayé avec nos interventions finalement que ça participe à ça. Ça, c'est un plan. Je ne sais pas, tu veux peut-être le détailler, Hélène? Là, c'était pour montrer un peu que tout le monde puisse se rendre compte des prochaines années qui allaient arriver. Là, on voit toutes les zones en gris. C'est les zones de démolition. Là, on l'avait mis plan masse 2023, je crois. Bon, là, on n'y est pas encore. Mais c'était pour montrer un peu l'impact et la violence que des conditions qui allaient se dégrader dans le quartier. Le fait que le quartier devienne un chantier, que les bâtiments petit à petit allaient être de moins en moins occupés, donc avec beaucoup de vacances, un sentiment un peu d'insécurité grandissant. Et donc c'était un peu pour que tout le monde puisse se rendre compte un peu de l'impact et du fait que justement il fallait aller plus loin que notre mission de travaux de sécurité, de mise en sécurité électrique, chute, etc. Mais qu'il fallait faire quelque chose aussi sur le cadre de vie, les abords, les halls, que c'était pas du vent et une lubie d'architecte, mais qu'il fallait prendre soin des gens et du cadre de vie pour ces 10 années qui allaient arriver. Donc là, il y a à la fois les zones de démolition et puis tout un travail que tu vas détailler sur des axes de travail qu'on a proposés en APD qui allaient plus loin que juste la mise en sécurité des lieux. Voilà, parce que du coup, c'est vrai que ça nous a permis de nous rendre compte qu'au-delà de la démolition, qu'on combat, je pense tous, il y a l'avant-démolition, en fait, pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire démolir? Avant ça veut dire vider des immeubles, ça veut dire reloger, ça veut dire... Et du coup, ça aussi, c'est dur. Et donc, comment on intervient là-dessus? Et donc, on avait proposé 4 axes on est presque dans l'urbanisme transitoire, finalement. Donc, le chêne artistique, donc l'idée de, presque l'art-thérapie, de se dire, faisons participer les gens à repeindre eux-mêmes leur immeuble, reprenons du pouvoir, en fait, redonnons du pouvoir peut-être aux gens, se dire, on peut tous ensemble se mettre à peindre et essayer de faire un peu des choses belles, et puis faire gérer les abords, en fait. Ça aussi, on a essayé de faire débloquer un budget en disant il faut absolument que les abords soient plus propres, plus tenus, pour que les gens n'aient pas honte de faire venir des gens chez eux. Voilà, donc on refaisait des rampes, etc. On avait tout un système qui permettait de mieux aborder les immeubles. On avait un projet, alors ça c'était un peu fou, de faire une pépinière en fait d'insertion, parce que il n'y a pas de boulot non plus là-bas, donc d'avoir une pépinière qui pourrait faire pousser les futurs arbres pour le futur projet urbain dans le cadre d'une entreprise d'insertion et qui occuperait un des espaces de parking aussi. Un projet, donc il y a beaucoup de commerce informel là-bas, beaucoup de gens qui vendent des merguez, des saucisses, des choses, de la nourriture. Et donc on s'était dit, ça, au lieu d'être dans une approche répressive, peut-être que ça peut être une richesse et que peut-être ça peut être un peu encadré sous forme d'une association. Et donc on peut faire une espèce de marché pour ça.
Et puis, il en manque un, que je ne sais pas pourquoi il a disparu. C'était surtout notre axe principal, c'était des rez-de-chaussée actifs. En fait, c'est transformer un petit peu. Donc, on avait fait appel à Plateau Urbain pour voir s'ils pourraient transformer les appartements à rez-de-chaussée en locaux d'activité. Voilà, et du coup, ça a donné ce qu'on a là, on a appelé balade pénible, qui devient balade paisible dans le quartier du Chêne Pointu. Donc, je vais passer assez rapidement parce que le temps file. Voilà, donc on essayait de montrer comment les lieux pouvaient devenir finalement différents avec ce projet. Voilà, je passe vite, je suis désolée, mais voilà. Et finalement, donc on a présenté ces 4 axes et le maître d'ouvrage nous a dit quand même, enfin avec plein de bonne volonté, hein, on s'entend très très bien, on est une super équipe, mais que c'était trop compliqué, même ça c'était trop compliqué. Donc on essayait de retenir l'axe des rez-de-chaussée actifs. Et puis on a eu un clash un peu, nous, on a eu un moment où on s'est dit, c'était en 2020, juste avant le confinement, on s'est dit, oulala, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne comprend plus rien, et donc on a essayé on a failli partir en fait du site en se disant, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus ce qu'on fait. On a essayé de faire ce tableau, donc on voit rien là, mais c'était pour vous montrer un peu un tableau, on se disait, bon, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est quoi les résultats attendus. Voilà, et donc on a finalement décidé de rester et de continuer, poursuivre notre mission là-dessus. 2021, on se lance. Donc, alors, il y a d'abord eu des péripéties. Je ne sais pas si tu veux parler rapidement de oui, on a repris un peu nos études sur. On avait arrêté notre phase APD sur la réhabilitation pérenne des R+4, qui serait maintenue dans le futur projet. Et en fait, on est revenu. Enfin, la maîtrise d'ouvrage est revenue nous voir pour compléter nos études parce qu'il y avait un souci de place de stationnement dans le nouveau projet. On n'avait pas trop prévu où allaient être mis ces places de stationnement pour les petits R+4, et la maîtrise d'ouvrage voulait absolument une place par logement. Voilà, pour que ces bâtiments ne soient pas dévalués par rapport aux nouveaux bâtiments qui allaient se construire, qui, eux, proposeraient une place de stationnement par logement. Donc voilà, on nous a demandé de reprendre nos études là-dessus. Voilà. Et du coup, en fait, donc on a réussi à trouver une place par logement, mais pas vraiment plus. Et du coup, finalement, la décision a été de démolir le bâtiment 5 que vous voyez en bas et le bâtiment 16, parce qu'ils ne pouvaient pas correspondre aux nouveaux standards du quartier. Et le bâtiment 6B et le bâtiment 7B ont été mis en acquisition par un bailleur social. Donc voilà, finalement, on a aussi échoué à nouveau sur notre mission. Sauf que à ce moment-là, l'autre architecte qui avait l'autre partie du quartier a fait faillite en fait. Et, du coup, on nous a demandé de reprendre l'intégralité du chantier. Donc, on s'est retrouvé avec finalement tout le quartier à gérer. Et donc, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et donc on est parti vraiment dans le détail de qu'est-ce qu'on allait faire concrètement. Donc refaire, je passe rapidement, donc refaire donc tous les abords, repeindre quand même les façades de rez-de-chaussée pour redonner un peu d'estime, des locaux poubelles, des vraies rampes, de la végétation, des plantations, un jardinier, etc. Je passe vite encore, et un travail avec les habitants. Donc c'était vraiment ok, on fait un projet. Il va y avoir un chantier. On a travaillé pour que, en fait, le chantier, on a essayé de convaincre, alors même si c'est un choix qui peut être discutable, mais là, on s'est dit que seule une entreprise générale, en fait, pourrait porter un chantier comme ça, qui a l'habitude du chantier en milieu occupé, parce que c'est très, très particulier. Donc, on a convaincu la maîtrise d'ouvrage de partir en entreprise générale. Il y a eu une consultation restreinte encore, parce qu'en fait, on n'est pas en marché public, on est en marché privé, puisque c'est une copropriété. Et donc, c'est l'entreprise GTM du groupe Vinci qui l'a emporté face à Vinci. Face à comment il s'appelle Colas, pardon. Bouygues, donc. Et donc là, c'est le film. Je vais essayer de lancer. Je ne sais pas si ça dure 40 secondes. Je ne sais pas comment ça peut. Ah, zut. Au milieu de l'image, normalement, il y a un play, quoi. Bon, c'est pas très grave, mais ça nous plonge dans l'ambiance. On y est peut-être déjà avec les photos. Bon, on peut avancer pendant ce temps, tant pis. Du coup, donc là, on a démarré le chantier. Et je vous laisse la parole, peut-être, toutes les deux. Ouais, je vais introduire et puis tu compléteras, Chloé. On a commencé le chantier de travaux de sécurité et de gestion de l'attente en septembre 2021.
On a du coup sur l'intégralité du quartier 1400 logements. Donc on a des travaux à la fois dans les parties communes et dans les logements, des travaux pas glamour pour la plupart. Et donc c'est un contexte qui est très très particulier, où on doit beaucoup communiquer pour pouvoir réaliser ces travaux, parce qu'on est dans des conditions voilà, très, très particulières. Donc du coup, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'acteurs, à la fois l'entreprise générale qui s'occupe de l'affichage, porte-à-porte, etc., prévenir les gens. Mais là, on voit par exemple qu'on a, voilà, on a mis en place des process un peu de communication avant le début des travaux. En fait, on a là, au tout début du chantier, on a désencombré et curé, désinsectisé l'intégralité des caves de tous ces bâtiments R+10. Donc, c'était un énorme boulot. Et donc, avant ça, il a fallu faire du porte-à-porte parce que des gens avaient encore des effets personnels, etc. Bon, il y avait la plupart des gens ne mettaient plus les pieds parce que c'était impraticable. Moi, je ne suis jamais descendue dans ces caves. On ne pouvait pas mettre un pied. Enfin, c'était vraiment en termes d'hygiène, de conditions, c'est très compliqué. Et du coup, il y a eu, voilà, on a mis en place 1 mois avant le début des travaux, donc une stratégie de porte-à-porte de voisins malins. C'est une asso qui s'occupait justement de prévenir les habitants en amont, puis un porte-à-porte avec GTM. On avait un affichage, on avait affiché aussi un arrêté dérogatoire pour pouvoir intervenir dans ces caves. Et puis, une semaine avant, un café chantier pour rappeler les gens, justement, qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils ne puissent pas nous dire oh, vous avez débarrassé des choses à moi. Voilà. Donc, voilà, assez particulier, une communication très très intense. Il y a aussi une autre. Voilà, là, on voit des. On les a. Non. Il y a un autre. Je vais passer peut-être plusieurs points. Il y a la communication qui est un peu spécifique en milieu occupé. Il y a aussi le nombre de rendez-vous dans les logements. On passe un nombre incalculable de fois dans les logements. Chloé pourra en témoigner, que ce soit la maîtrise d'œuvre, l'entreprise. On passe en état des lieux, puis on a les travaux, puis ensuite on a l'autocontrôle de l'entreprise, puis les OPR, les levées de réserve. Donc les habitants sont sursollicités et c'est vrai que c'est des moments, que ce soit état des lieux et OPR, qui sont psychologiquement très, très compliqués parce qu'on voit des situations complexe. Je ne sais pas si tu veux donner un peu ton retour d'expérience. Oui, et pour nous, c'était des moments aussi très importants parce qu'en fait, c'est un moment où on est censé avoir un regard technique, donc sur les travaux réalisés, les finitions réalisées. Et pour nous, c'est aussi un moment où on est censé être une oreille attentive, écouter les questionnements, les craintes des habitants. Comme l'a dit Hélène, en fait, ils sont énormément sollicités. Ils ont beaucoup d'inquiétudes. Nous, on est rentrés dans des logements avec des situations parfois insalubres. Et en fait, quand on parlait ce soir de prendre soin d'eux, c'est prendre le temps d'eux, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de répondre aux questions. Et je pense que là où on a le sentiment d'avoir réussi, c'est quand on est sur site et qu'on se rend compte que les habitants viennent nous chercher. En fait, déjà, on est identifié, ce qui est déjà important, je pense, et viennent nous chercher pour toutes leurs demandes, en fait. Et on sort les pinceaux. Ça, c'est le contexte aussi qui veut ça, où on a besoin de créer du lien. À la fois, nous, architectes, de se sentir à l'aise dans un quartier qu'on ne connaît pas. On se sent des fois pas légitime à être ici, de faire des travaux. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais pourquoi vous faites des travaux? Pourquoi vous dépensez des millions? De toute façon, on part. » Donc, on a besoin d'aller à la rencontre des gens, d'échanger et de créer du lien à la fois pour se sentir à l'aise quand on y va et aussi pour qu'il y ait... on essaye aussi d'aller à leur rencontre pour qu'il y ait moins de dégradation. On l'a vu au fil des travaux, de l'embellissement dans les parties communes. Souvent, ça peut être très vite dégradé. Alors, à la fois parce que les gens continuent à vivre dans leur bâtiment, dans les parties communes. Donc, il y a des dégradations normales qui se passent. Et des dégradations un peu plus volontaires de la part de certains qui sont énervés. Et je peux l'entendre. Ils vivent dans des conditions qui ne devraient pas être comme ça, quoi. Et travailler avec les enfants, les jeunes,
et aller à leur rencontre, ça permet de mieux faire accepter les travaux et de faire en sorte voilà, qu'ils soient plus acceptés. Et pour nous, c'est un contexte qui est compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas intervenir sur le site, que ce soit pour des questions d'hygiène, comme on parlait, ou de sécurité, parce que très rapidement, quand on a des matériels qui coûtent cher, on peut se faire voler ou agresser. Et donc voilà, on a beaucoup d'entreprises qui veulent pas intervenir, donc c'est compliqué pour l'entreprise, par exemple GTM, de trouver des sous-traitants qui vont accepter de venir travailler dans ces conditions-là. Et moi, je me suis même retrouvée à une réunion avec le commissaire de police de la ville, et puis l'ensemble des acteurs, des entreprises qui interviennent sur site pour partager nos expériences. Et en fait, nous, naturellement, alors nous, on n'a pas de matériel de valeur, donc on n'a pas de souci, mais par contre, en fait, souvent, pour se sentir à l'aise, il faut écouter, aller à la rencontre, ce que beaucoup d'entreprises ne font pas. Et puis le commissaire de police nous a expliqué, il nous a dit, en fait, pour les jeunes qui occupent les halls, etc., une camionnette avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, c'est potentiellement un flic infiltré. Donc, ils vont être méfiants, ils vont commencer à essayer de comprendre, etc. Et donc, il faut aller à leur rencontre, expliquer qui on est, pourquoi on est là. Et en fait, nous, c'est quelque chose qu'on a fait un peu naturellement pour se sentir à l'aise et bien dans notre cadre de travail. Et donc, voilà, donc c'est tout ça, c'est ce contexte-là qui est assez particulier. Et du coup, on a monté ces ateliers qui sont des ateliers flash de peinture de hall, ceux qui n'étaient pas prévus en peinture, qu'on a récupéré de l'autre architecte. L'idée, c'était en une journée, on arrive, on sort les bâches et on arrête tous les gens qui passent en leur disant prenez un pinceau. L'entreprise l'entreprise GTM a fourni les peintures et à la fin de la journée, le hall est terminé. En fait, c'était l'idée de se dire montrons un petit peu, voyons ce qui se passe quand on se rejoint tous ensemble. En une journée, on peut transformer un peu la situation. C'était génial, c'était des ateliers qui ont été incroyables. Avec plein de gens qui viennent, qui interviennent, toutes sortes de gens, des enfants, des adultes, et voilà. Je passe à donc 2023 où on en est aujourd'hui. Donc on est en train de terminer. Vous êtes en train de terminer tous les travaux dans les logements. Et on va faire la peinture des halls, ceux qui sont prévus en peinture par l'entreprise. Et donc là, pareil, on essaye de faire rêver un peu. Donc on fait des ateliers sur la couleur. C'est des halls qui sont assez majestueux, qui sont très très beaux, et de se dire est-ce qu'on peut travailler à quelque chose, à un parti pris de couleurs qui soit assez fort. Et donc on va à la rencontre des habitants avec des ateliers, avec des magazines, etc. pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur. Alors souvent on nous dit c'est très moche, et donc on fait choisir d'autres couleurs. C'est pas forcément facile, mais on se dit ça c'est l'architecture aussi, on va essayer d'organiser que les gens puissent décorer, pourquoi pas se dire il y a un jour, toutes les semaines on va être là sur place pour faire des sortes de permanences et trouver, on descendait une plante, descendait un tableau, pour essayer d'animer les halls. On va repeindre les façades des rez-de-chaussée, donc pareil, là on propose aux habitants c'est des moindres choix, c'est ce qu'on a trouvé pour essayer de donner un peu de place aux gens qui sont là et de se dire est-ce que vous voulez choisir au moins les couleurs, ça paraît anecdotique mais finalement c'est pas rien, et ça arrive aussi qu'ils nous disent c'est moche, non j'aime pas, donc on cherche autre chose. Ce travail-là, je pense qu'on n'a pas tellement le temps, j'ai vu un petit signe de Léon, mais donc là c'est ce qu'on va faire maintenant sur les espaces extérieurs. Donc toutes les rampes, etc., avec du jardinage et de la peinture de sol. Et donc ça, on arrive en fait dans le gros du travail qui va quand même transformer pour le temps de l'attente les extérieurs. Le chauffage, c'est un gros sujet. Je ne sais pas si tu veux dire en 2 mots. Alors parce que du coup là, on travaille aussi en même temps. Donc on a plein de commandes en même temps en fait. Et donc il y a quand même 5 R+4 qui étaient de l'autre architecte dont on va faire la réhabilitation. Enfin, on a eu la commande pour faire ça. Donc 5 bâtiments qui vont être réhabilités, qui vont rester en copropriété. Donc c'est génial, c'est un point super fort. Et là, on vient raccrocher une nouvelle thématique sur le chauffage, parce que donc là, tout le quartier est en chauffage urbain. La délégation pour ce chauffage urbain s'arrête en 2025, et donc tous les bâtiments vont changer de mode de chauffage. Les R+10 qui vont être à démolir vont devoir
être raccordés un peu différemment. Et pour les R+4, on se demande, bon, bah, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme nouveau mode de chauffage? C'est une des raisons, le chauffage, qui ont plombé les copropriétés, parce que les charges étaient extrêmement élevées. Donc il y a des attentes qui sont gigantesques là-dessus. On veut à la fois être, bien sûr, écolo au niveau des bâtiments aujourd'hui, on veut être pertinent, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit facile à entretenir. Enfin, il y a des données, donc c'est très, très compliqué. Donc on a essayé de faire un tableau, enfin, ça, c'est pour accompagner ce choix sur le chauffage qui est compliqué, faire un tableau. Donc voilà, vous avez fait un tableau avec des espèces d'indicateurs. On essaye de mettre des notes sur les différents modes de chauffage. On n'est pas en train de choisir le meilleur ou le plus performant, mais à la fois le moins cher, etc. Donc ça, c'est toutes les questions qui nous animent tout le temps avec nos maîtres d'ouvrage. En fait, on se réunit très, très régulièrement avec l'ensemble des partenaires qui sont les mêmes depuis le début, depuis 2018, pour essayer de toutes ces questions, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, et du coup, enfin, on va travailler sur du durable, du positif. Donc, on va rentrer dans la réhabilitation des 5 petits bâtiments et faire un nouveau quartier tout beau avec le concours de l'architecte des bâtiments de France, parce que ce sont des bâtiments qui sont un peu protégés et surtout dans le périmètre des monuments historiques. Voilà, donc c'est ce qu'on avait imaginé à l'époque, mais on va rentrer, on va travailler là-dessus avec les copropriétaires qui restent, qui vont rester vraiment le socle du chêne pointu. Et donc là, ça va nous emmener jusqu'en 2028. Et on continue à Grigny. Donc, on a l'année dernière remporté un autre appel d'offres pour aller s'occuper de la grande, immense copropriété de Grigny 2. Et donc là, cette fois, on est architecte conseil là-bas avec le groupement Ozone. Je ne sais pas si, non, je suis pas sûre qu'il soit assis. Il y a Laura qui est là. Voilà, pour continuer ce type de travail. Donc, je pense que c'est des opérations qui vont avoir lieu de plus en plus. C'est passionnant, c'est très dur parfois. Enfin, on peut être déprimé, etc. Mais enfin, c'est un travail qui fait sens quand même, qui est dur, mais qui fait sens. Voilà, Grigny. Et donc là, bon, c'était une frise en fait, il y a plein de projets dans un projet. Enfin, vous avez vu, il y a plein de thématiques différentes. Il y a plein, donc au début, voilà, on était toutes les 2, puis maintenant on est 3, on est 4 avec Anne qui est arrivée. Enfin voilà, l'équipe grossit sur ce projet. C'est un projet qui va nous emmener au long cours. Voilà, et c'est toutes les questions de la ville, la fabrique de la ville. Comment est-ce qu'on fait avec le politique, avec le social, avec les gens, avec l'argent, avec etc. Donc c'est passionnant, ça remet en question très souvent, très régulièrement, tous les 6 mois, on se demande mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est un agent de la démolition finalement en faisant ça? Est-ce qu'on finit par la permettre? Ou est-ce que finalement, au contraire, moi j'ai parié que quand même un de ces bâtiments resterait debout? Est-ce que j'aurais gagné ou pas? Enfin voilà, on touche aux limites et en même temps, on est pleinement dans l'exercice de notre métier. Voilà, jusqu'en 2028. Merci à tous et merci encore de nous avoir permis de présenter ça. On peut se laisser 5 minutes de questions. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? Des remarques? J'ai vu des mains se lever, non? C'était... Bon, on va clôturer cette... Ah, juste là, ben voilà. Oui, parce que moi, je suis scotchée que vous ayez eu le courage d'entreprendre, de vous attaquer à ce marché. Vous êtes quand même des pionnières parce qu'il y en a un certain nombre en France. Il y en a d'autres qui font sûrement dans le cadre d'opérations financées comme ça ou pas. Mais là, bravo. Merci à tous. Merci beaucoup. On vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode qui aura lieu en avril. La date va s'afficher d'ici quelques secondes. Voilà. Donc le 24 avril, et le second épisode aura pour thématique « Rénover pour transformer ». On a hâte de vous voir parmi nous. Merci à tous.